Pourquoi la bouche tremble-t-elle quand on a froid? Excellente question, rien à ajouter. Passons à la suivante, également très bonne. Ibéré, je crois que c'est une question bête. Je tombe toujours dans ce piège. Si la personne écrit cela, j'ai plus de chances de répondre. D'accord? Mais la question est très bonne en général. Regardez. Pourquoi le chef d'orchestre fait-il ses mouvements avec cette baguette? Le nom de la baguette du chef d'orchestre est bâton. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai découvert qu'en anglais, le nom est bâton. Et oui, cela a tout à voir avec le rouge à lèvres que les gens mettent sur la bouche. Parce que bâton vient du français bâton, qui veut dire bâton. La baguette du chef d'orchestre et le rouge à lèvres au Brésil sont tous deux des bâtons, simplement de formes différentes. Mais à quoi servent-ils? Ce n'est pas juste décoratif. Avant tout, c'est pour marquer la vitesse de la musique, le tempo de la musique. Donc, un violon ne peut pas jouer la musique plus vite qu'une flûte. Sinon, tout se désynchronise et devient chaotique. Mais ce n'est qu'une fonction basique, non? Il y a bien plus intéressant. Le chef d'orchestre peut, par exemple, aider un musicien à entrer à un moment précis qui est un peu difficile. Donc, il sait que ce moment approche, il regarde la personne, et boum, et il sait que... Mais en y réfléchissant artistiquement, ce qui est vraiment le plus important, c'est que le chef d'orchestre va donner vie à la musique. Alors, il va regarder, par exemple, quelqu'un et montrer que cette partie a besoin de davantage d'intensité. Ou bien, il va regarder quelqu'un d'autre et dire « Non, maintenant, tu baisses un peu ici. C'est pour qu'on crée une tension, qu'on fasse une partie plus calme. Tu vas créer un suspense. Ça monte, et maintenant, toi, paf, tu entres de toutes tes forces. » Tout cela va faire en sorte que l'orchestre ne joue pas de façon automatique, mais qu'il joue avec beaucoup plus d'émotion. Et si tu fais attention à la prestation, tu verras que beaucoup de chefs d'orchestre n'utilisent même pas de baguette. Ils utilisent seulement leurs mains. Et même ceux qui utilisent la baguette, ce n'est pas seulement la baguette. Ils ne restent pas immobiles. Ils utilisent le regard, le mouvement du corps, l'autre main. Il existe une véritable danse, une communication silencieuse entre le chef d'orchestre et les musiciens, car on est là pour écouter un orchestre. C'est une communication muette. Est-ce qu'il existe des serpents géants comme l'anaconda du film? L'anaconda existe bien et c'est le plus grand serpent du Brésil, mais ici on ne l'appelle pas anaconda, on l'appelle sucuri. Si tu veux en voir un en personne, il y en a tout près, à l'Institut Butantan. Janssen demande si le serpent de Butantan est empaillé ou vivant. Il est vivant dans un aquarium. Comme il est vivant, il peut être caché quand tu arrives, mais il l'est bien. Ce serpent vit presque partout au Brésil et dans la majeure partie de l'Amérique du Sud, là où il y a des forêts. Et une chose très intéressante à propos de l'anaconda, c'est qu'elle tue ses proies en les étranglant. En les serrant, elle serre jusqu'à ce que l'animal ne puisse plus respirer. Mais ici, il y a des différences avec le film. La première chose, c'est que l'être humain ne fait pas partie du menu de la sucrerie. Donc ce n'est pas comme si elle attaquait les gens en les poursuivant désespérément. Peut-être que si tu nages à côté d'une sucrerie et qu'elle te voit, je ne sais pas si elle va apprécier. Mais ce n'est pas une bête qui se met à courir après les gens. Et pour répondre à ta question, elle n'est pas aussi géante que celle qu'on voit dans les films. On a fait des recherches et on a découvert qu'ils ont estimé que la sucrerie qui apparaissait dans le film le plus ancien mesurait environ 12 mètres. Je ne sais pas si celle du nouveau film a la même taille, mais la vraie sucrerie, elle atteint au maximum environ 7 mètres. En général, c'est bien moins que ça, autour de 5 mètres et demi à peu près. Mais attends, parce que dans le passé, il existait bien une cousine de la sucrerie qui, elle, était vraiment grande. Et elle est là, regarde, dans notre livre sur les dinosaures et la vie préhistorique. Oui, on vient tout juste de sortir cette merveille. Ce livre est aussi lié à Misterios do Universo. Si tu connais ce dernier, tu sais que c'est un ouvrage exceptionnel. Celui-ci est également superbe, toujours aussi beau. Allons trouver la cousine préhistorique de la sucrerie. Ah, quel livre magnifique. On est d'accord, non ? Allez, à vous. C'est pour que tu apprennes sans jamais t'arrêter. De cette façon très manuelle, en t'amusant sans fatigue. Et où est notre ami ici? Ce qui est génial avec ce livre, c'est que tu as toujours une photo du fossile et un dessin de comment on imagine l'animal. Ah, la voilà. Titanoboa, avec ses 13 mètres de long, c'est-à-dire plus du double de l'anaconda actuelle. Et un corps tellement robuste qui ne passerait même pas par une porte. La Titanoboa était un serpent terrifiant qui habitait les marais d'Amérique du Sud. Environ 7 millions d'années après l'extinction des dinosaures non-aviens. Cette extinction qui a tué presque tous les dinosaures. Elle n'était pas venimeuse, mais cela importait peu pour ses proies. C'était un serpent constricteur, les écrasant avec la force de son propre corps. Peut-être que ces anacondas de film s'inspirent de celle-ci. Pour le prix du livre et où l'acheter, le lien est ci-dessous. Et oui, il y aura bientôt un lancement.
Je vais prendre mon aide-mémoire ici, le 28 mars, un samedi, à São Paulo, à 11 h du matin, à la Galeria Magalu, dans le Conjunto Nacional. Si tu es de São Paulo ou de la région, c'est sur l'Avenida Paulista. C'est très facile à trouver, très facile d'accès. Si tu veux plus d'infos, notamment pour le ticket, voici le lien Instagram de la Galeria Magalu ci-dessous. Tu peux les contacter directement. Iberê. Comment les avions avec des banderoles, souvent avec un message, décollent-ils? La banderole ne risque-t-elle pas de se déchirer? Je ne connaissais pas la réponse. C'est intéressant. Ces avions, ici au Brésil, tu les vois généralement à la plage. Tu es là sur le sable et l'avion passe au-dessus de la mer. Alors, tout le monde regarde l'avion faire de la publicité pour quelque chose. Et c'est une grande banderole, n'est-ce pas? Une immense banderole qu'il porte à la queue. Et vraiment, non? Ça doit être difficile de décoller avec ça. Le problème, ce n'est pas qu'elle se déchire. Le tissu de ces banderoles est généralement très résistant. Donc, il est probable qu'elle ne se déchire même pas. Mais c'est très difficile de décoller avec cette immense traîne qui bat dans le vent. C'est de la traînée, non? Un frein. C'est un handicap pour l'avion. Et ça déstabilise l'avion au moment du décollage, qui est l'un des moments les plus tendus. Donc, en vérité, l'avion ne décolle pas avec la banderole. Et la banderole n'est pas non plus à l'intérieur de l'avion pour que le pilote la jette, non. La banderole reste au sol. Et là, ils installent deux poteaux, généralement avec un fil au milieu. Ce fil est attaché à la banderole. Ensuite, l'avion décolle. Il fait un passage en rase-motte près de ce fil, et il lance un crochet. Je l'ai vu, c'était un grappin, d'accord? Un grappin, c'est un ensemble de crochets. Comme ça, il lance un grappin. Le crochet s'accroche au fil et emporte la banderole. L'avion la saisit en vol, un peu comme à la pêche. Selon mes recherches, transporter la banderole gêne l'avion. Il consomme plus de carburant et voler avec est difficile. Au moment d'atterrir, tu auras le même souci. L'atterrissage est aussi tendu. Il ne vaut mieux pas avoir ce truc qui flotte derrière l'avion. Tu sais ce qu'il fait? Il lâche la banderole juste avant d'atterrir, puis il se pose tranquillement. Est-il physiquement impossible de se lécher le coude? J'allais justement chercher quelle est la restriction physique que tu as. Tu vois, quelle est l'organisation des os, des muscles, qui fait qu'on ne peut pas se lécher le coude? Sauf que j'ai dit ça ici dans Manual do Mundo. Et j'ai découvert que Daniel, qui est un stagiaire en physique qui vient d'arriver ici, il arrive à se lécher le coude. Donc je vais inviter Daniel à venir ici nous montrer ça. Regardez. Daniel a été sélectionné pour ce poste de stage parce que c'est quelqu'un qui communique bien. Un gars très intelligent, un gars très sympa. Mais maintenant, il va être connu dans le monde entier pour sa capacité à se lécher le coude. C'est sans doute la capacité la plus importante, non? Parmi celles que tu as citées. Dis-moi, à l'école, tout le monde savait que tu léchais ton coude? Non, je ne pense pas. Beaucoup de gens qui me connaissent depuis longtemps ignorent même que j'ai cette capacité. Alors, plus tard, dans d'autres vidéos, on va découvrir toutes ces autres capacités de Daniel. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir s'il est physiquement possible de lécher son coude, et alors? Alors, allons-y, tout pour la science, n'est-ce pas? D'accord, mais attends, allons. Décomposons ce mouvement en deux parties. D'abord, tu as une capacité à rapprocher ton coude de ta bouche que je n'ai pas. Jusqu'où ça va chez toi? Jusqu'ici à peu près, je pense. Non, mec, non, je n'y arrive pas. Regarde, toi, tu arrives à aligner la pointe de ton coude avec ton menton. Comme ça. Waouh. Je crois que c'est ici, sur l'épaule, elle part en arrière. Aïe, je viens de me faire opérer de l'épaule, essayons avec le bras gauche. Non. Non, mais tu y es presque. Oui, tu es presque là. Il y a aussi une question de langue, non? Je pense que oui. Oui, il y a une question de langue. Oui, c'est un mélange de flexibilité et d'amplitude de la langue. Alors, ce n'est pas un physicien ou un stagiaire en physique, parce qu'il n'a pas encore terminé l'université, mais il est déjà proche. Il a prouvé que ce n'est pas physiquement impossible. Malheureusement, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut entraîner parce que je ne me suis jamais entraîné. Tu es né comme ça, alors. Je pense que je suis né avec ce don, si je peux dire ça. As-tu déjà obtenu quelque chose de spécial grâce à ce don? Ah, figurer dans une vidéo de Manual do Mundo me semblait déjà suffisant. Merci, Daniel. Comme quoi, il n'est pas physiquement impossible de se lécher son propre coude. Salut Iberê, je m'appelle Valentino, j'ai 12 ans, passe le bonjour à mon frère Emmanuel. Et voilà, Emmanuel, salut à toi. J'ai une question. La noix de coco verte, c'est la même chose que la noix de coco marron. Ou bien la noix de coco verte devient la noix de coco marron. C'est ça qui se passe. Exactement, Valentina. La noix de coco verte, c'est la même chose que la noix de coco marron.
mais plus jeune. Elle est moins mûre. Donc, quand tu ouvres la noix de coco verte, tu remarques que sa pulpe, la partie blanche, est encore très fine, elle est en train de se former et il y a beaucoup d'eau. La noix de coco marron contient une pulpe épaisse, utilisée pour des bonbons comme le beijinho ou des desserts, et moins d'eau. Une chose intéressante, c'est qu'au fur et à mesure que la noix de coco mûrit, elle cesse d'être verte, devient jaunâtre, puis marron. Et cette grosse coque qui l'entoure, que tu peux très bien voir quand tu coupes la noix de coco verte, elle commence à se fissurer, elle commence à se désagréger. Et la noix de coco qu'on achète au supermarché, tu peux remarquer qu'elle est déjà toute petite, parce qu'on a enlevé cette coque extérieure et on ne voit plus que la partie la plus dure qui entoure la partie blanche de la noix de coco. La noix de coco brune correspond en fait à la partie interne de la noix de coco verte. La grosse coque a déjà été enlevée et utilisée. Quelle partie du corps humain continue encore de grandir, même après l'âge adulte? On va laisser de côté les ongles et les cheveux. Et oui, beaucoup de gens vont tout de suite répondre que c'est le nez et les oreilles. Et c'est vrai, ils continuent de grandir même après que la personne soit adulte. Et ce n'est pas parce que le cartilage, cette structure dans le nez et les oreilles, continue de grandir sans arrêt, non. La vérité, c'est que le cartilage commence à devenir plus mou, plus souple. Donc, la structure qui soutient notre nez devient plus faible, elle devient un peu comme de la gélatine et elle s'affaisse. Ah, Gravidade vai agindo no... le nez et les oreilles. Et cela fait qu'ils tombent, qu'ils descendent et deviennent de plus en plus grands. Question de Raphaël Candido, Ibéré, j'aimerais savoir comment se forme la pluie acide. Dans la guerre en Iran, en ce moment, les États-Unis ont bombardé un dépôt de pétrole iranien et il a pris feu. Une fumée noire a recouvert toute la région là-bas et le gouvernement iranien a émis une alerte à la pluie acide. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une pluie qui nous fait du mal? C'est une pluie... A gente deveria ter medo dela? Sim e não. Acho... Acide, c'est une pluie un peu plus acide que la pluie normale. Pour affecter un être humain, il faut qu'elle soit très acide. Peut-être qu'en Iran c'est dangereux, mais normalement ce n'est pas le cas. Quand on brûle certaines choses, surtout du pétrole, des dérivés du pétrole comme l'huile, le diesel, l'essence ou le charbon minéral, on libère dans l'atmosphère certains oxydes de soufre et d'azote. Le soufre, c'est le S, l'azote, le N. Cette pollution, c'est surtout nous qui la causons, d'accord? Et puis, quand il pleut et que l'eau entre en contact avec ces oxydes, elle réagit chimiquement et forme de l'acide. Ça va former principalement de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique, qui sont des acides très forts. Mais ça ne va pas tomber sous forme pure, ce sera dilué dans l'eau. Donc, ce n'est pas comme si tu allais sortir de chez toi et commencer à fondre dès que la pluie tombe sur toi. Une pluie contenant un peu de ces acides ne cause pas de mal immédiat à la peau, mais engendre des problèmes sur le long terme. D'abord la nature. Quand ça tombe dans la rivière, cela l'acidifie ainsi que le sol, ce qui nuit à de nombreuses plantes et poissons. Dans la ville même, à mesure que l'acide attaque les métaux des constructions. Là, dans le Minas Gerais par exemple, les statues d'Aleijadinho ont été très endommagées à cause de la pluie acide. Donc, pas besoin de craindre la pluie acide, mais la pluie acide au... O tempo causa bastante problema. Por que a bola... Le ballon de football classique est blanc et a ses parties noires. Il y a une explication? Oui, il y en a une. Lors de la Coupe du Monde de 1970, qui a d'ailleurs été remportée par le Brésil est devenu triple champion. Beaucoup estiment que c'était la meilleure équipe brésilienne, voire la meilleure équipe de tous les temps, tout pays confondu. Lors de cette Coupe du Monde, la FIFA a confié la fabrication du ballon à Adidas et s'est inspiré d'un inventeur des... chamado Buckminster Fuller. Il fabriquait des dômes géodésiques. Si tu ignores ce que c'est, voici à quoi ça ressemble. Ce sont des sphères ou des parties de sphères faites de formes géométriques. Ici, c'est construit avec un triangle, mais si tu le décomposes, non. Tu peux voir ici des pentagones, des hexagones, tu peux voir d'autres formes géométriques faites à partir de triangles. Alors, ce ballon classique, il a ici, regarde, 32 panneaux, ce sont 12 pentagones noirs et 20 hexagones blancs, formant une forme tronquée. Qui est le nom de cette forme géométrique qui mélange les pentagones? N'est-ce pas? Qui sont ces figures à 5 côtés avec les hexagones? Figures à 6 côtés. Le nom officiel du ballon était même Telstar. Télé venant de télévision et star signifiant étoile, parce qu'elle était une étoile de la télévision. Et ces taches noires sur le ballon blanc existent justement à cause de la télévision,
qui, à cette époque, étaient encore majoritairement en noir et blanc. Et c'est pour ça qu'il fallait un contraste pour pouvoir voir le ballon. Si on faisait une chronologie des ballons de football, au début, ils avaient généralement la couleur du cuir lui-même, marron, un peu rougeâtre. Ensuite, dans les années 70, ils ont commencé à avoir cette forme avec des taches noires. Et, à partir d'une certaine époque, les ballons sont devenus blancs, mais avec des dessins colorés. Parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de produire un ballon et la télévision n'a plus autant de difficultés à les montrer. D'ailleurs, c'est une année de coupe et je pense que ça vaut le coup de regarder cette vidéo où on démonte le ballon de cette année, non? Comment fonctionnent les codes postaux? Ce mot CIP vient de Código de Endereçamento Postal. C'est un code à 8 chiffres, les 8 numéros que la poste utilise pour savoir où envoyer une lettre quand tu la mets dans la boîte aux lettres, au moment où tu la remets à la poste. Ce numéro ne correspond pas à ton adresse exacte, c'est une approximation. Parfois, c'est une rue, parfois un immeuble, et selon la ville, ça peut même être toute la ville si elle est toute petite. Là-bas, à Pedade, par exemple, qui est la ville d'où je viens, il n'y a qu'un seul code postal, c'est 18170. Mais ce numéro a été créé parce qu'au moment où tu arrives à la poste avec une adresse immense, avenue Magalones de Castro Alves da Silva, numéro 357, dans le quartier d'Ipiranga de Santo Antonio da Cachoeira da Paraíba. C'est compliqué pour cette agence de la poste et ensuite pour les autres agences qui reçoivent ce colis, de savoir exactement où elles doivent envoyer chaque chose. Au Brésil, dans les années 1970, ils ont créé un code postal à 5 chiffres pour faciliter ce travail. Prenons un exemple, on indique l'intérieur de São Paulo. Quand quelqu'un envoie une lettre depuis Manaus avec ce numéro, ils savent déjà qu'il faut l'envoyer dans l'avion allant vers l'intérieur de São Paulo. Parfait. Quand ça arrive dans l'intérieur de l'état de São Paulo, ils regardent le deuxième chiffre indiquant la région de Campinas, puis envoient la lettre au centre de distribution de Campinas. En arrivant là-bas, ils vont regarder ce qui vient après. Ce 1 signifie que c'est à Campinas même, ou dans une ville très proche. Le 6 signifie que c'est dans la ville d'Engenheiro Coelho. Et à partir de là, ça devient de plus en plus spécifique, mais rien qu'avec ces 4 chiffres, on peut déjà faire arriver la lettre très près de l'endroit où elle doit être. Donc, au final, le numéro du code postal, il n'a pas là. Exatamente com coordenadas. Fonction d'un code géographique permettant de savoir exactement où se trouve la personne, mais plutôt celle du système interne de la poste pour optimiser l'acheminement des colis. Comment un stylo peut-il écrire dans l'espace? Tu as sûrement entendu que la NASA aurait dépensé des millions pour créer un stylo fonctionnant dans l'espace, alors que les Russes utilisaient un simple crayon. Cette histoire ressemble à une blague, car c'en est une. Ce n'est pas vrai, on n'utilise pas de crayon dans l'espace. Sur Terre, le crayon est déjà dépassé. Ça salit, laisse du graphite et la mine casse. Tailler un crayon fait tomber des morceaux de graphite et de bois. Imagine tout cela flottant dans un vaisseau spatial rempli d'électronique et de fils. Ce n'est pas une bonne idée, le risque d'incendie est élevé. D'ailleurs, les incendies, c'est quelque chose que la NASA n'aime vraiment pas. Au début des missions Apollo, pendant l'entraînement et les tests des vaisseaux, un grave incendie a causé la mort de 3 astronautes. Ensuite, ils ont fini par donner le nom de mission Apollo à cet événement. Donc, quand tu regardes la liste des missions Apollo, celle-ci sera la numéro 1. Le crayon n'est pas idéal et le stylo ordinaire ne marche pas non plus, car il dépend de la gravité. L'encre descend, puis elle atteint la petite bille qui se trouve au bout, tu passes sur le papier, la bille s'imprègne d'encre et transfère l'encre sur le papier. Mais si tu essayes d'écrire à l'envers, tu vas remarquer que le stylo va vite arrêter de fonctionner. Et c'est là qu'ils ont eu l'idée de créer un stylo qui est pressurisé à l'intérieur, qui pousse l'encre. Un stylo ordinaire, mais avec une cartouche sous pression contenant un gaz qui pousse l'encre, comme un spray. Donc, peu importe la position dans laquelle vous êtes, le stylo va fonctionner. Il n'a pas besoin d'être à la verticale. Et ce stylo fonctionne dans l'espace, fonctionne dans le vide, fonctionne même sous l'eau. Le plus intéressant, c'est qu'une entreprise privée l'a créé, pas la NASA. Finalement, elle a été utilisée aussi bien par les astronautes américains que par les cosmonautes soviétiques dans le Soyouz. Bonjour Ibere, je suis Luis Miguel de Kikugawa, au Japon, Shizuoka. Et je voulais savoir pourquoi le carton devient mou quand on y met de l'eau. Je ne peux pas répondre à ça avant de chercher Kikugawa sur Google Maps. Allons-y. Kikugawa, Shizuoka. J'imagine que Shizuoka est l'état, non? Oui, la province, je ne sais pas comment on appelle ça au Japon. Ah, c'est en plein centre du Japon, entre Osaka et Tokyo ici, près de la mer. Sympa, non? J'aimerais visiter Kikugawa un jour. Le papier, il est composé de beaucoup de fibres de cellulose, qui est un matériau qui vient généralement des arbres. Ici, ces fibres sont toutes entremêlées les unes avec les autres, et il existe aussi une force qui attire une fibre vers l'autre.
un peu comme la force dont j'ai parlé à propos de la colle. Donc, pour que tu puisses déchirer un carton, tu dois surmonter tout ça, casser les fibres, les séparer les unes des autres, les démêler. Regardons ça ici au microscope. Non. Waouh, c'est un enchevêtrement dégoûtant. On dirait un tissu, un tas de racines, toutes emmêlées les unes dans les autres. D'ailleurs, je peux voir ici plusieurs choses colorées, un peu suspectes. Eh bien, on a déjà vu dans un Boravé comment le carton est fabriqué, que souvent il vient du recyclage, quand on a fait le Boravera là-bas, le recyclage des briques de Tetra Pak. Il est probable qu'il y ait ici d'autres matériaux que la cellulose, mais c'est surtout la cellulose qui compte. Ce sont ces fibres fines qu'on voit ici. Que se passe-t-il avec de l'eau? Je vais le faire avec du papier toilette, ce sera plus joli et intéressant. Concentrons-nous ici. La texture du papier toilette complique la mise au point. On perd la netteté dans les creux, on la retrouve sur les bosses. C'est compliqué, allons-y. Je vais verser ici de l'eau avec du colorant pour qu'on puisse voir l'eau se mélanger avec le papier. Waouh, on la voit se détendre, mais faire la mise au point est vraiment difficile. On peut clairement voir que lorsque l'eau pénètre dans les fibres du papier, la fibre s'assouplit, l'ensemble se détend et devient mou. Et cela se produit parce que ces fibres ont une attraction incroyable pour l'eau. Donc les deux veulent rester très proches l'une de l'autre. L'eau et les fibres s'aiment énormément. C'est d'ailleurs pour cela que l'eau se propage si rapidement à travers les fibres, elle s'étend partout. Maintenant, imagine, au début de cette histoire, il n'y avait que des fibres, chacune voulant rester collée à l'autre. Et puis, une intruse est arrivée au milieu. La fibre, au lieu de coller à une autre fibre, commence à coller à l'eau. Alors, l'eau reste entre les fibres et elles perdent leur cohésion. Elles perdent cette force qui fait que l'une colle à l'autre. Les fibres se détachent. Et c'est pour ça que le papier mouillé perd toute sa structure. Il perd sa solidité. Parce qu'avant, l'attraction était entre les fibres, mais maintenant elle est entre la fibre et l'eau est là, toute libre au milieu. Alors, les fibres se défendent comme si c'était un Miojo colocado na água quente. gaz. Les couverts sont faits de métal et le métal rouille. Pourquoi les couverts ne rouillent-ils pas? Presque tous les couverts que nous utilisons sont faits d'acier inoxydable. Voyons cela ensemble. L'acier est un mélange. C'est un alliage de fer et de carbone. Le carbone est là pour rendre le fer plus dur. Inox vient d'inoxydable, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas à l'oxygène, ne s'oxyde ni ne rouille. L'acier inoxydable ne rouille donc pas. Mais cela n'explique que le mot, non? Pourquoi ne rouille-t-il pas? Parce que en plus du fer et du carbone, dans l'acier inoxydable, on a aussi du chrome. Et ce petit élément réagit beaucoup plus facilement avec l'oxygène que le fer. C'est comme si l'oxygène invitait quelqu'un et que le chrome répondait aussitôt, alors que le fer prenait plusieurs jours. Donc, au final, l'oxygène va se lier au chrome beaucoup plus rapidement qu'il ne se lie au fer. Donc, quand on a de l'acier inoxydable, l'oxygène, au lieu de réagir avec le fer, réagit avec le chrome et forme une couche de chrome oxydé ou de dioxyde de chrome à la surface du métal. Et cette couche agit comme une sorte de couche protectrice, qui empêche l'oxygène d'attaquer le fer. Mais là, je sais déjà qu'il y a des gens de l'autre côté qui vont me demander « Mais attends, quand tu frottes un couvert contre un autre, cette couche protectrice, elle ne s'en va pas? Ça n'expose pas à nouveau l'acier et alors il va rouiller ?» Oui, ça va exposer, mais le chrome qui est sous cette couche va réagir plus vite que le fer et va former à nouveau une autre petite couche. Donc, cette couche se régénère un peu toute seule. Et c'est ça le secret de l'acier inoxydable. Giulia Casé, parfois on laisse de l'eau dans la petite bouteille pendant 2 ou 3 jours. C'est une impression où le goût de l'eau change. Genre, est-ce qu'il y a un problème à en boire? Est-ce que c'est sain? Ce n'est pas très bon. Ce goût dans l'eau ne signifie généralement rien de bon. Il y a 2 raisons principales à cela. Premièrement, le plastique de la bouteille peut libérer certaines substances dans l'eau. Et alors, la bouteille, surtout si elle est gardée dans un endroit chaud, commence à avoir un goût de plastique. Et la deuxième raison est encore pire, ce sont les champignons et les bactéries. Au moment où on ouvre la bouteille et qu'on boit de l'eau, il reste un peu de salive ici. Une saleté qui est pleine de micro-organismes. Ensuite, tu refermes la bouteille, tu la bouches et tu gardes ce truc-là. Qu'est-ce qui arrive aux êtres vivants microscopiques qui étaient dans ta bouche et qui sont restés dans la bouteille? Ils peuvent se reproduire. Est-ce que ce sera sain de boire cette eau? À cause du plastique, 2 ou 3 jours, ce n'est pas beaucoup de temps. Mais maintenant, les bactéries peuvent déjà causer des problèmes.
tu peux te sentir mal et même avoir une diarrhée explosive à cause de cette eau. Donc, en général, ce n'est pas une bonne idée de boire ce bouillon de micro-organismes qui se trouve dans cette eau. L'idéal, c'est de mettre de l'eau fraîche et de laver la bouteille. Je pense qu'ici, tout va bien pour l'instant. Ibéré. Pourquoi, quand on est dans une voiture, les choses qui sont au fond du paysage semblent défiler plus lentement et celles qui sont plus proches semblent passer plus vite? Oui, cela n'a pas beaucoup de sens, car ce qui est proche défile plus vite que ce qui est loin. J'ai préparé une simulation de paysage, d'accord? Donc, ça ici, c'est le fond, c'est l'horizon que tu vois depuis la voiture, ces montagnes qui sont déjà bleues, tout au fond. Ces 2 pommes de terre, ce sont des montagnes qui sont très proches, et ici devant, on a 3 animaux. Il y a un léopard et 2 éléphants. Tu fais un safari en Afrique et voici ta voiture. Ton téléphone sera la fenêtre de ta voiture. Regarde comme c'est cool. On va commencer avec ce paysage ici où on a, regarde, ici le léopard, ici on a une montagne et là-bas, au fond, l'horizon. Cette montagne, tu peux remarquer qu'elle est bien au milieu de ta fenêtre et la voiture commence à avancer. La voiture avance à peine et le léopard a déjà presque disparu, il est presque parti. Cette montagne, on continue à la voir normalement par la fenêtre et l'arrière-plan n'a pratiquement pas changé. Et là, l'éléphant est apparu. L'éléphant passe et tu arrives encore à voir l'autre montagne. Et puis un autre éléphant apparaît, l'éléphant passe et c'est là que la montagne a disparu, alors que l'arrière-plan reste pratiquement le même. Donc oui, ce que tu m'as dit se passe clairement ici. Ce qui est près de la fenêtre passe vite et ce qui est en arrière-plan passe beaucoup plus lentement. Pourquoi cela arrive-t-il? Voyons comment ces distances ont changé, d'accord? Je vais dessiner l'œil et ici devant, nous avons le léopard. Vous savez que ma spécialité, c'est de dessiner des léopards, n'est-ce pas? Un peu plus loin, on avait une pomme de terre et tout au fond, les montagnes qui deviennent bleues à l'horizon. Si je suis dans une voiture et que je parcours cette distance ici, voyons de combien cette distance a changé par rapport à chacun de ces objets. Je vais mesurer avec la règle, mais c'est juste pour qu'on ait une idée. Ici, j'étais à 4 cm du léopard et après, je suis à 2. La distance a triplé, regardez. De la pomme de terre, j'étais à 25 cm. Quand j'ai bougé, je suis passé à 27. Ça fait 1,1 fois. C'est une augmentation toute petite. Les montagnes, elles étaient à 54 cm et après que j'ai marché, elles sont passées à 55 cm de distance. L'augmentation de la distance est ridicule. Ça n'a pratiquement rien changé. Donc, mathématiquement parlant, quand tu as un objet très proche de toi et que tu passes à côté, sa distance change très rapidement par rapport à ce qu'elle était avant. Quand il est à une distance moyenne, ça change déjà un peu moins. Quand quelque chose est très éloigné, même si tu bouges beaucoup, la distance que tu as par rapport à cette chose ne change pas tant que ça proportionnellement. Si on pense au champ de vision même, à ce que tu arrives à voir par la fenêtre de la voiture, c'est exactement ça. L'animal, en une seconde, il passe devant la fenêtre de la voiture et il disparaît déjà. La montagne qui est proche, elle met du temps. Parce que cette distance met un peu plus de temps à changer de façon significative. Ce qui est au fond, tu peux marcher longtemps. Ça va prendre 1 siècle pour changer. C'est pour ça que, lorsqu'on marche le jour, on voit le soleil quasiment toujours au même endroit. Vu de la Terre, il ne bouge presque pas dans le ciel. Le peu qu'il bouge, c'est parce que la Terre est en train de tourner, et non pas parce que tu es en train de rouler avec ta voiture. Ce phénomène où un objet plus proche se déplace différemment d'un objet plus éloigné par rapport à notre vision, ça s'appelle la parallaxe. Et une façon très simple de voir ça, maintenant, c'est de mettre un doigt devant toi, comme ça, et de bouger ta tête d'un côté à l'autre. Tu mets un objet juste derrière ton doigt. Tu peux le faire passer d'un côté à l'autre de ton doigt. Voilà, c'est ça qui se passe en pratique. C'est la parallaxe qui se produit exactement au moment où tu fais cette expérience. Passons à notre question finale. Pourquoi, quand on a froid, on a les lèvres qui tremblent? Ce n'est pas seulement la bouche, n'est-ce pas? C'est tout le corps qui tremble. C'est une façon pour notre corps de nous empêcher réellement de mourir de froid. Ce n'est pas une expression. Quand notre corps sort de sa température normale de fonctionnement, quand on a très chaud ou très froid, notre cerveau cherche un moyen de résoudre cette situation. Quand il fait très chaud, par exemple, un des mécanismes que notre corps utilise, c'est de transpirer. L'eau commence à couler. Ton corps libère de l'eau sur la peau. Cette eau, en s'évaporant, absorbe de la chaleur et te rafraîchit un peu. Par temps froid, il faut une autre stratégie, comme contracter les muscles, ce qui inclut la mâchoire. C'est pour ça qu'on se met à trembler. Mais pourquoi contracter les muscles réchaufferait-il quelque chose? Nos muscles, pour fonctionner, ont besoin d'énergie.
Ils utilisent l'énergie de notre corps issue de la nourriture et de l'oxygène que nous consommons. Ces deux éléments provoquent une réaction chimique qui fournit de l'énergie aux muscles. Mais cette réaction libère aussi de la chaleur. Donc, quand tu bouges le muscle, en plus de transformer cette énergie en mouvement, tu produis aussi de la chaleur. C'est pareil avec une voiture à moteur thermique, d'ailleurs, qui brûle du carburant. Et l'un des effets secondaires de ça, c'est de chauffer. Donc, au final, la stratégie de ton corps est de faire un mouvement inutile. Par exemple, bouger la mâchoire sans arrêt, faire trembler les bras et les jambes simplement pour générer de la chaleur qui va t'aider à te réchauffer. Pour ne pas oublier, à la fin, le lien du livre des dinosaures et de la vie préhistorique est en dessous.